26 décembre 1999. La tempête Lothar s'abat sur la Suisse. En quelques heures, 2% du patrimoine forestier fribourgeois est dévasté. La prise de conscience est abrupte. La monoculture d'épicéas pratiquée pendant des décennies avait affaibli nos forêts. Ce cataclysme a été le point de départ d'un grand travail en faveur de la biodiversité. Certaines images sont encore gravées dans ma mémoire. Après la tempête, tout était à refaire. Nous avons analysé la situation et pris certaines options. Nous optons pour des essences adaptées à la région et au climat. Nous pratiquons une sylviculture à l'écoute de la nature. Ceci est très important. Grâce à ces mesures, nous avons fait un grand pas vers la biodiversité. Salut Elliot. Salut Bertrand, ça va? Bien, merci, et toi? Bien, merci. Ici, nous sommes devant un magnifique écrin de biodiversité. Peux-tu me donner l'origine de ce milieu? Oui, tout à fait. Alors ici, on est à Urcy, à 860 mètres d'altitude, au milieu d'une forêt cantonale de 35 hectares. Et ici, on a recréé un milieu naturel de 3,7 hectares. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que avant, ici, c'était comme ici. Absolument. Donc ici, à la fin des années 40-50, une fois que les gens ont abandonné le fait de prélever de la litière et puis de la tourbe, on a drainé cette surface pour y planter de la forêt productive. Et puis aujourd'hui, vu que c'est des milieux rares, on a décidé de reconstituer plutôt un milieu naturel et de laisser où c'était nécessaire de la forêt productrice. On a commencé finalement par réouvrir. Ensuite, on a reprofilé un lac, des gouilles, à droite à gauche pour donner de la profondeur et la possibilité à l'eau de revenir. Et puis la dernière étape, c'était finalement de boucher les drainages, tout simplement pour que l'eau puisse remonter, et ça donne le résultat qu'on a ici. Comment régénères-tu tes forêts? Alors on a deux méthodes en forêt pour la régénérer. La première, c'est la plantation, une méthode qui coûte souvent très cher finalement aux propriétaires forestiers. Puis la deuxième méthode qui est gratuite, et qui nous est offert finalement par la nature et pratiquée maintenant partout, c'est la régénération naturelle. On a des magnifiques exemples ici sur la droite, de la régénération de hêtres et d'érables. Et puis pour réussir à arriver à ça, c'est toute la finesse du forestier qui doit réussir à trouver un peu de lumière et des porte-graines, et il arrive à amorcer finalement cette régénération naturelle. Donc le moteur principal de la régénération naturelle, c'est la lumière. La lumière, le porte-graines, et puis finalement beaucoup de patience. Parce que pour arriver à un résultat comme tu le vois ici, c'est plus d'une dizaine d'années de patience. Donc il ne faut pas croire que le forestier, c'est comme moi au jardin avec les carottes, ça ne vient pas tout de suite. Des vaches en forêt, c'est pas un peu spécial, non? Oui, c'est particulier, c'est même normalement interdit dans les forêts du canton normalement de faire pâturer du bétail. Mais ici, le but, c'était de trouver un moyen naturel pour éviter l'embroussaillement. Comme tu vois, ces vaches de race Highland ont la faculté de pouvoir se nourrir de ces végétaux, les ronces et les buissons, et aussi avec leur piétinement, arrivent à éviter que ce milieu continue de s'embroussailler, ce qu'on ne veut absolument pas dans une zone humide. On sort à l'instant de la réserve, on est ici dans une forêt dite conventionnelle. Du bois mort à terre, un arbre sec sur pied, un oubli? Non, c'est pas un oubli, c'est l'aboutissement d'une discussion entre un propriétaire et son forestier. Les forestiers, on essaie d'inciter maintenant ces propriétaires à laisser finalement ces arbres cassés ou déjà à terre, qui ont une valeur économique souvent bien moindre qu'un matériel qu'on aurait abattu. Mais par contre, quand un grand intérêt écologique, c'est souvent le prémisse d'une grande vie, qu'elle soit pour les champignons, les insectes ou des animaux plus emblématiques tels que le pic. La sylviculture proche de la nature, ça veut dire on essaye d'imiter ce que ferait la nature. On ne pratique pas la coupe rase. Le moteur essentiel étant la lumière. On préfère le rajeunissement naturel à la plantation où c'est possible. Pour résumer, on anticipe tout simplement ce que ferait la nature en le ramenant à l'échelle du temps humain. Adriane, tu penses qu'il est là? Ce pigeon colombin a chanté dans ce peuplement ce printemps. Je ne sais pas où il a sa cavité, mais comme ici il y a beaucoup de vieux foyards, c'est bien possible que le pigeon ait trouvé une cavité dans un de ces arbres.
Donc des grandes cavités sur de vieux arbres, on est d'accord. En forêt, on a toute une série d'espèces animales qui ont besoin simplement de ces cavités. Tout d'abord, c'est les pics qui arrivent à creuser une auge eux-mêmes, mais après, de ces trous de pics ou d'autres trous naturels qu'on trouve dans un arbre, il y a le pigeon colombin, justement, il y a d'autres oiseaux comme les choucas, toutes les espèces de mésanges, la citelle, qui ont besoin de ces cavités, mais aussi chez les mammifères. Il y a la martre qui peut en profiter, il y a le loir, le laireau, ils ont besoin de cavités. Donc, toutes ces espèces sans cavités, ils n'ont pas d'habitat. Or, cette cavité, on le trouve surtout là où on a des peuplements avec beaucoup de grands arbres. Dans cette réserve forestière, c'est surtout beaucoup de grands foyards. Et les grands foyards se trouvent plus facilement dans les réserves forestières. Ici, on a la réserve de la Souche. L'importance de ces réserves? Dans ces réserves forestières, on trouve toute une série d'espèces animales, lichens, mousses, champignons, qu'on ne trouve pas facilement dans une forêt normalement exploitée. Parce que dans une forêt normalement exploitée, ces éléments, les grands arbres, les vieux arbres, le bois mort, ils font un peu défaut. Donc, par exemple, je suis propriétaire forestier. Quels sont les avantages pour moi? Donc, premièrement, tu resteras propriétaire. Deuxièmement, tu dois être d'accord et personne ne va t'imposer une réserve. Mais si tu es d'accord avec une réserve, tu vas recevoir une perte de gain parce que pendant 50 ans, tu ne peux pas utiliser du bois. Mais une réserve forestière, il n'y a pas une interdiction d'y aller. On peut aller se promener, on peut aller ramasser des champignons et ainsi de suite. Tout ça, ça restera comme avant. Ben, c'est vrai que sur l'échelle humaine, 50 ans, c'est long. Du point de vue biologique, 50 ans, c'est rien pour un arbre. On a des espèces d'arbres qui peuvent atteindre 400 ans. Mais il faut aussi voir le propriétaire qui peut-être ne va pas décider sur 300 ans si ses enfants vont pouvoir exploiter du bois ou pas. Avec 50 ans, c'est un peu un compromis entre la nécessité biologique et puis l'accord à trouver avec le propriétaire. Donc suffisamment de propriétaires qui sont d'accord justement qu'une partie de leur forêt devienne réserve. La situation Letard, 20 ans après. Après cette catastrophe, le propriétaire forestier a privilégié des forêts mélangées, riches en essences et beaucoup plus résistantes. Ceci tend à prouver que la biodiversité est essentielle pour nos forêts.